J'ai grandi avec l'idée qu'en découvrant ce sport et ses valeurs, j'ai envie d'être le meilleur. Je plaquais tout le monde, je courais partout. J'avais cette prédisposition à vouloir faire beaucoup de choses à la fois. Ça m'a desservi par la suite. L'entraîneur a des mots très très forts en disant Serge Betsen ne jouera plus en équipe de France. C'est pas tout d'avoir des qualités et d'avoir un don, mais derrière, il faut que... Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passait dans la tête d'une légende du rugby français? Comment il se préparait mentalement? Serge Betsen, 3 fois champion de France, c'est quelqu'un qui a été élu en 2002 meilleur joueur français. Et dans l'interview, tu vas connaître un réflexe, une habitude de vie qu'il a appliqué pour lui au rugby et ça a boosté sa carrière, mais ça s'applique en fait à tout le monde. Que tu sois manager, artiste, peu importe ce que tu fais, ça s'applique pour moi et donc pour toi. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est son voyage au Cameroun, comment ça a impacté sa vie et ce qu'il a fait suite à ça. C'est parti. Je suis vraiment content que tu sois là. Il y a une partie de mon histoire que les gens ne connaissent pas sur mon audience sur YouTube. C'est que le rugby, ça a changé ma vie. J'étais mal dans ma peau, complexé, timide et je me suis inscrit donc quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Alors ma première expérience au rugby, ça a été douloureux parce qu'en fait, vu que je connaissais rien et que j'avais ce corps-là encore plus fin, je me suis blessé le premier jour. Mais je suis revenu l'année suivante. J'ai adoré en fait l'ambiance qu'il y avait au rugby, la convivialité qu'il y avait. J'étais nul, mais il y a eu un entraîneur qui m'a dit « Écoute, va faire ce match-là, j'ai confiance en toi ». Et d'avoir des personnes comme ça qui me faisaient confiance, c'était vraiment beau. Donc voilà, je suis content de t'interviewer. J'ai beaucoup de respect pour ce sport. Merci de m'accueillir. En fait, tu as raconté ma vie là. C'est incroyable ce que tu viens de me dire en introduction. C'est vrai que pour moi, le rugby, c'est l'un des meilleurs sports au monde pour ses valeurs justement de transmission. Le fait de pouvoir avoir confiance en soi et de pouvoir justement être là pour le collectif, comme l'a été tes coachs pour toi. Et c'est vrai que pour moi, le rugby m'a tout apporté. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi là-bas jusqu'à 9 ans et j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 9 ans pour rejoindre ma mère en France, en région parisienne, à Clichy-la-Garenne. 3 ans après, j'ai découvert le rugby complètement par hasard, par un copain qui me dit « Serge, est-ce que tu veux jouer au rugby ?» J'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» C'était incroyable de rencontrer comme ça des personnes qui jouent au rugby, ce club de Clichy, des personnes bénévoles, des entraîneurs prêts pour transmettre la passion. Et c'est vrai que le premier entraînement, c'est une fille qui m'a appris à plaquer. Ça fait souvent rire les gens, mais je le dis parce que c'est aussi quelque chose qui correspond au patrimoine du rugby, à savoir mélanger les gens, tout le monde a sa place. Et derrière, j'y suis resté et c'est vrai que c'est devenu pour moi ma famille, ma seconde famille. C'est vrai que j'ai grandi avec une mère qui était seule. J'avais pas de parents, de papa à la maison. Et c'est vrai que je dis souvent que le rugby m'a permis de mettre des mots sur ce que faisait ma mère en tant que femme seule à la maison avec 7 enfants. Elle nous a vraiment élevés avec beaucoup de dignité, sans beaucoup parler. Et c'est vrai que le rugby m'a permis de mettre des mots sur l'entraide, sur le partage, sur l'encouragement, sur le soutien. Ces mots-là m'ont permis de me réaliser moi personnellement par la suite. Et grâce à ce travail, je dirais, de partage de ce sport que je découvrais à Clichy. Donc le rugby a eu un vrai impact dans ta vie personnellement aussi. Ah oui, oui, complètement. Je pense que je suis comme toi, c'est-à-dire réservé, pas confiance en moi du tout. Et c'est vrai que j'ai réussi à mettre des mots forts sur ce que je voulais en fait. Je dis souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère, qui je suis, et m'a fait découvrir que j'aimais vraiment l'esprit du sacrifice, que j'aimais le travail en équipe, être là pour les autres en fait, comme l'a été ma mère toujours, pour toi. Et pour moi. Donc c'est vraiment cette idée de partage pour offrir le meilleur aux siens et à son équipe. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais passer d'une passion
à vraiment en faire un métier, te vouer à ça en fait? C'était pas un métier au départ parce qu'il faut se rappeler que le rugby n'était pas professionnel. Le rugby, quand j'ai commencé à jouer au rugby en 83, le rugby était amateur. Aujourd'hui, le rugby, c'est un sport jeune professionnel. Et donc à l'époque, l'idée de jouer au rugby était une idée de rêve, de se dire je vais jouer en équipe de France éventuellement un jour, mais pas faire un métier, puisque à l'époque, le sport était amateur. J'ai grandi avec l'idée que, en découvrant ce sport et ses valeurs, j'ai envie d'être le meilleur à mon poste en fait, pour commencer. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai continué à grandir dans l'idée que j'aimerais être le meilleur joueur à mon poste. Et c'est vrai que j'ai découvert le plaquage qui était la clé numéro 1 en Clichy. Ça te plaisait ou pas qu'on t'appelle le sécateur? Par la suite, c'est un honneur, même si effectivement je trouve que ça fait style film d'horreur, mais ça reste un sport et quelque chose que j'ai aimé faire. J'ai aimé plaquer parce que c'est ce que j'ai appris en premier au rugby. Et du coup, cette idée de sacrifice pour l'équipe, de se mettre au service du collectif, c'est quelque chose qui, moi, m'a animé. Et c'est vrai que je voulais être le meilleur à ça. Et je dis aussi que le rugby m'a fait découvrir que j'étais un compétiteur, que je voulais être excellent dans tout ce que je faisais. Si je commence quelque chose, je veux le faire bien et que ça soit le plus haut possible en fait. Et du coup, quand tu dis le plus haut possible, c'est-à-dire que très vite tu t'es entraîné beaucoup. Comment c'était ton entraînement? J'ai montré des habiletés en fait au rugby. Je plaquais tout le monde, je courais partout. C'est vrai que rapidement j'étais plutôt troisième ligne. C'est quelqu'un qui court un peu partout, qui a un électron libre, qui fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'avais ces prédispositions à vouloir faire beaucoup de choses à la fois. Ça m'a desservi par la suite parce qu'il faut savoir se centrer. Mais c'est vrai que ça m'a permis de vraiment sortir du terrain et faire tout ce que je pouvais pour pouvoir plaquer, récupérer des ballons. C'est vrai que le geste du plaquage, grattage, qui a été quelque part l'élément fort de mon jeu, c'est quelque chose que j'ai cultivé incessamment parce que cet esprit du sacrifice, c'était de pouvoir les plaquer. Si je joue contre toi, de te plaquer, de me relever, de gratter ce ballon pour pouvoir l'offrir à mes partenaires comme marque l'essai. Et ça, c'est le geste parfait que je voulais rechercher et que j'ai surtout recherché tout au long de ma carrière. Pour s'entraîner à plaquer, c'est vrai qu'il y a le côté technique qui est important, de pouvoir être toujours bas sur ses appuis, être capable d'enserrer tes bras autour des jambes et pousser avec l'épaule et essayer de te faire basculer. C'est vrai que c'est des éléments techniques qui sont hyper importants. Comment je fais pour passer de « voilà, je suis quelqu'un qui est bon en plaquage » à un des meilleurs? Imaginons, on regarde mon match ensemble, on regarde la vidéo et on se dit « tiens David, il faut que tu ailles plus bas ». Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à le faire? Il y en a qui connaissent la théorie et ils ne vont pas forcément devenir un des meilleurs joueurs. Comment on devient un des meilleurs joueurs? On va imaginer que deux personnes ont le même corps, elles ont le même potentiel génétique. Qu'est-ce qui fait que l'une va être meilleure que l'autre? C'est ce sur quoi je pense que tu as axé ton entreprise et ce sur quoi je pense que beaucoup de gens ont des difficultés à faire éclore en eux. C'est la qualité mentale finalement. La qualité de se projeter dans ce que l'on veut. C'est vrai qu'on peut avoir des rêves divers et variés, mais comment on arrive à faire en sorte de les atteindre en fait finalement qui est important. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés au départ à être le meilleur à mon poste. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forme d'impatience. Comme j'ai dit tout à l'heure, je plaquais beaucoup et souvent ça pouvait me coûter beaucoup de fautes, de pénalités. Et c'est vrai que j'ai eu quelque part un concours de circonstances qui a fait que la règle elle a changé au rugby. Parce qu'avant, jusqu'à un certain temps, l'arbitrage était fait de sorte que l'équipe qui attaquait gardait le ballon tout le temps. Donc la défense ne faisait que plaquer et ne pouvait pas gratter le ballon. Et c'est vrai que ça a été un élément déterminant dans le fait de ma capacité à plaquer et récupérer et gratter le ballon. En 2000, il faut savoir que la règle a changé. L'arbitrage permettait à l'équipe qui défendait de pouvoir gratter le ballon, contester le ballon. On a vu mon jeu ressortir beaucoup plus du fait que je plaquais, je pouvais me relever. Et c'est vrai que physiquement, j'avais des aptitudes de me relever plus vite que d'autres. Mais encore une fois, je pense que c'était une démarche mentale qui était importante, imprégnée en moi. J'avais envie de plaquer pour gratter ce ballon et le récupérer pour que mon équipe marque des essais. Cette volonté
permanente de pouvoir avoir cet objectif clair en tête était quelque chose qui était fort en moi. Et c'est vrai que j'ai sans cesse voulu attraper le 9 ou le 10 adverse pour pouvoir soit ralentir le ballon, soit essayer de récupérer le ballon pour mon équipe. Donc cette recherche permanente du geste parfait, du plaquage a été quelque chose qui est en moi et que j'adore faire et que j'ai toujours aimé faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je le cultive avec… Tu joues encore? Je joue encore un petit peu. J'ai arrêté il y a maintenant 8 ans, complètement. Mais je coach aussi les enfants. J'ai un programme de rugby ici à Londres pour coacher les enfants. Donc oui, je joue un petit peu. C'est quelque chose qui me plaît de pouvoir continuer à être en forme, on va dire. Quelqu'un, son rêve, voilà, c'est de faire partie de l'équipe de France. Il a à peu près le même gabarit que toi. Il a le potentiel, mais pour l'instant, il lui manque quelque chose. Tu lui donnerais quel conseil pour aller à l'équipe de France, réaliser son rêve? C'est tout simplement de lui dire bravo parce que c'est important d'avoir des rêves. Mais en ayant ces rêves, il faut pouvoir avoir des objectifs clairs pour pouvoir les réaliser. Avoir un objectif, c'est important parce que ça nous permet de pouvoir mettre des mots dessus. Aujourd'hui, le joueur qui va être devant moi, je vais pouvoir lui dire écoute, je suis content que tu saches ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, mais attention, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation pour pouvoir arriver à réaliser ce rêve-là. Le sport en général, c'est beaucoup de travail personnel. Même si c'est vrai que c'est un sport collectif, il y a un travail individuel à faire tout le temps, constamment, pour que justement ce qu'on veut mettre en place soit le plus parfait possible. Et c'est vrai que je n'ai pas compté les heures. Je dis souvent, ça fait partie de mes devoirs. C'est comme à l'école, quand on va à l'école, derrière on a des devoirs à faire à l'extérieur de l'école. Et moi j'avais des devoirs importants à faire pour être sûr que le week-end, quand j'arrive pour le match, je suis à 300% et je vais être le meilleur. J'avais un préparateur mental en dehors du club. J'avais un kiné que j'allais voir à Bordeaux à l'époque quand j'ai joué à Biarritz. Ça m'aidait à récupérer énormément puisque c'était quelqu'un qui m'a fait connaître plus mon corps, comment l'utiliser. Je faisais beaucoup d'étirements qui m'ont permis d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de résistance par rapport à l'utilisation de mon corps. Tous ces éléments, je les ai faits en dehors de l'entraînement, du quotidien, en plus de ce que tous les autres faisaient. Aujourd'hui, le résultat, il est en rapport avec les objectifs qu'on se met et les moyens finalement que l'on se met. Donc, c'est pas tout d'avoir des qualités et d'avoir quelque part un don, mais derrière, il faut cultiver ce don dans le travail. Et c'est vrai que le travail, je dirais, c'est de pousser le joueur à se poser des questions. Comment je peux être meilleur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Ou en tout cas, je suis bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur que ce que je ne suis? Et c'est vrai qu'il y a ces questions qui sont à se poser. Et puis derrière, il y a la puissance du collectif. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans un effectif de 44 joueurs pour le rugby, pour le poste dans lequel je jouais, on a des joueurs, on a 6-7 joueurs qui ont justement les mêmes repères, les mêmes référentiels que moi parce que c'est avec ces joueurs-là qu'on s'entraîne tous les jours. S'ils font partie de mon équipe, c'est aussi essayer de prendre des informations, essayer de collaborer avec eux, échanger avec eux. J'ai bien aimé, moi, pendant mes 17 années à Biarritz, où j'avais beaucoup de joueurs qui venaient de nationalités, de continents différentes. Et j'étais curieux de savoir ce qu'ils apprenaient, comment ils l'apprenaient. Et cette curiosité, je pense qu'elle m'a servi aussi pour développer ma personnalité et développer mes capacités rugbystiques et cette ouverture, je pense, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Et ça, je pense que c'est les clés pour moi qui sont intéressantes à transmettre à tout un chacun. En termes de préparation mentale, c'est quoi qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui t'a vraiment aidé dans le travail que tu as fait avec ton coach? C'est une histoire qui a été pour moi un déclic dans ma carrière. J'ai joué en équipe de France, ma première sélection c'était en 97. Je dis souvent que ma génération, c'est celle qui a fait rentrer l'Italie dans le tournoi des 6 nations parce que j'ai fait mon premier match en 97 à Grenoble et on perd contre l'Italie. La France venait de gagner le Grand Chelem en 97. 2-3 semaines après, il y a une sélection entre les anciens et
les futures générations de joueurs de l'équipe de France dont je faisais partie puisque j'avais gagné la Coupe du Monde universitaire avec la France en Afrique du Sud l'année d'avant. Et je ne sais pas en fait pourquoi je suis sélectionné et je suis remplaçant, je rentre, on perd le match et derrière il a fallu 3 ans pour que je revienne en équipe de France. Quand on a comme ça sélectionné, on est super content, l'objectif est atteint quelque part. Le rêve de jouer en équipe de France que j'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi, j'ai eu accès en fait. Le sport de haut niveau est un monde très très compliqué, très très dur en fait. C'est-à-dire que tu es sélectionné, tu ne sais pas pourquoi. Derrière, tu as cette joie de te dire que tu as réussi à réaliser ton rêve de jouer en équipe de France, mais il y a quelque chose qui manque parce que, tu joues en équipe de France, c'est super, tu es international. Mais quand je suis rentré, je n'ai pas apporté, je trouve, plus que ça à l'équipe de France puisqu'on a perdu le match. Il y a un phénomène comme ça pour moi qui est, j'ai besoin d'avoir une nouvelle chance pour jouer en équipe de France, pour montrer ce que je suis capable de faire. Et c'est vrai que de 1997 à 2000, je n'ai plus jamais été appelé en équipe de France à part pour faire des sélections pour la Coupe du Monde 99. Il y a comme ça en moi le principe d'inachevé. Ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup permis de me remettre en question. J'ai changé beaucoup de choses dans mon fonctionnement. J'ai fait beaucoup plus attention à mon hygiène alimentaire. J'ai fait beaucoup plus attention à ma récupération, à mes entraînements, en essayant de changer tout pour encore être meilleur. La récompense n'arrivait pas en fait. Je n'étais pas sélectionné. 2000, Bernard Laporte arrive en équipe de France, entraîneur. Et il me sélectionne. Je suis aux anges. La reconnaissance du travail, des efforts que j'ai faits est là. Il faut savoir que j'étais remplaçant les 11 premières sélections. Je joue le premier match contre Pays de Galles, on gagne. Ce n'est pas de mon fait, mais on gagne. Le second match en 2000, c'est le fameux match du crunch, France-Angleterre, au Stade de France. Je suis tellement dans l'excitation de l'événement. Je suis tellement à fond à me dire je vais montrer à l'équipe de France ce que j'ai appris, les progrès que j'ai faits. Je rentre un quart d'heure de la fin, la France est en train de gagner et au bout de 1 minute 30, je prends un carton jaune. Donc carton jaune pour un joueur, ça veut dire 10 minutes dehors. Ton équipe joue à 14. Je pénalise mon équipe quelque part et c'est vrai que derrière, l'entraîneur a des mots très très forts en disant Serge Betsen ne jouera plus en équipe de France. Et donc ça, c'est ce que l'entraîneur dira aux médias. Toi, tu le vis comment ça à l'intérieur? Mais à l'intérieur, en fait, je suis dévasté. Je sais plus quoi faire. Ça donne quoi Serge Betsen dévasté? C'était quoi en fait? Je m'énerve, je me parle en disant que j'ai fait la pire connerie de ma vie. C'était une opportunité énorme que j'ai gâchée. Derrière cette analyse, quand je rentre en club, mes partenaires me soutiennent, ma famille me soutient. Et en fait, j'ai une forme de message intérieur qui me dit il ne faut pas être d'accord avec ce que dit ton entourage parce que tu as pénalisé l'équipe de France. On a perdu, c'est bien de ta faute. Il faut bien, à un moment donné, être réaliste par rapport à ça. C'est vrai qu'en tant que joueur, j'ai souvent culpabilisé pour les défaites de mon équipe, quelles que soient les équipes avec lesquelles j'ai joué. J'étais souvent dur avec moi, dur dans tout ce que je faisais. Et quand on gagnait, pour moi, c'était normal. Mais quand on perdait, j'étais souvent dur avec moi-même. Cet incident m'a renforcé en moi que c'était de ma faute. Et c'était vrai, quelque part. Mais c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, il faut savoir qu'on ne se doit qu'à soi-même. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience des choses que peuvent dire l'entourage ou l'entraîneur, on n'est pas sélectionné. Et c'est ce que j'ai appris par la suite en fait avec la préparation mentale. Après ce match justement, j'ai dû aller voir une personne qui m'a aidé, un psychologue, sophrologue, qui m'a aidé en fait à prendre conscience de tout l'environnement, de comment se préparer mentalement pour pouvoir justement être présent le jour J dans mes prestations de match international et dans ces moments justement où il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que pour le cas, j'avais beaucoup d'émotions en rentrant pendant le match et j'ai fait abstraction de tout pour pouvoir jouer ou plaquer. C'est vrai que j'ai appris par la suite que j'étais quelqu'un qui était toujours à l'extrême. Comme j'aime bien faire les choses, je vais au bout, mais sans avoir le contrôle en fait. Et donc j'ai appris comme ça avec la personne qui m'a aidé à revisiter un petit peu mon aspect mental, de me dire qu'il faut être dans l'équilibre. Il ne faut pas être
toujours à l'extrême. Il ne faut pas être toujours, quand je perds au fond du seau, il faut être dans l'équilibre des deux. Et justement, ça m'a permis de réaliser que j'étais quelqu'un dont il fallait avoir la patience et surtout, il fallait pouvoir trouver les qualités que j'avais pour pouvoir mieux les contrôler, mieux apprivoiser mon intérieur en fait. Et c'est vrai que ce travail m'a vraiment permis de prendre conscience de mon corps et de ce que j'étais capable de faire, des limites que j'avais par rapport au fait que j'étais quelqu'un d'extrême dans tout ce que je fais. Et ça m'a permis comme ça de contrôler beaucoup de choses en moi pour délivrer la perfection. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur l'imagerie mentale, on a travaillé sur comment se ressourcer avant un match. Ça m'intéresse, raconte-nous, quand tu parles d'imagerie mentale, tu faisais quoi? Le carton jaune, c'était parce que je n'avais pas écouté l'arbitre. Il y a eu une pénalité, je n'ai pas reculé à 10 mètres parce que j'avais tellement envie de plaquer. Et donc, il fallait pouvoir faire attention à son environnement, à ces moments de tension. Elle te faisait fermer les yeux? Elle me faisait fermer les yeux, elle me faisait respirer, détendre. Tu as revu le moment? Voilà. Tu as revu le moment en question, les yeux fermés? Et en fait, c'est de la reprogrammation finalement mentale pour se dire, cette action que j'ai vécue qui m'a coûté ce carton jaune, comment je peux la revivre dans ma tête. Jusqu'à ce que tu te sentes bien. Voilà, exactement. Et en faisant le bon geste. Après, ça l'a été sur d'autres situations de jeu. Et c'était après coup ou c'était des fois en anticipation? Là, c'était après coup, mais après, j'ai travaillé sur tout ce que j'allais faire par la suite. Avant chaque match, j'avais une forme de préparation qui me permettait d'être dans la relaxation. Mes partenaires d'époque rigolaient beaucoup dans les vestiaires parce que j'étais le seul à dormir 10 minutes avant un coup d'envoi. C'est quelque chose qui a toujours fait rire mes coéquipiers. Tu arrivais vraiment à t'endormir? Ah oui, c'était un peu ce sommeil léger que l'on a pendant 5. Des fois, je pouvais avoir aussi de la musique. Mais c'est un moment où on se ressource, où on prend conscience de son corps et on se projette vraiment sur ce que l'on va faire, quels sont les objectifs qu'on se fixe par rapport au jeu. Tu te voyais toi ou tu te voyais dans tes propres yeux? Tu voyais des gestes précis? Raconte-moi un petit peu comment tu faisais. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, on a beaucoup de vidéos. Quand on finit un match, on peut avoir les séquences qui nous sont envoyées avec le nombre de plaquages, le nombre de rucks que l'on a fait, le temps de jeu effectif. Et donc, à travers ces séquences qui sont à notre portée, on peut justement les regarder, les visionner autant de fois qu'on veut et derrière en faire quelque chose. Moi, je l'ai revisionné en me disant si c'est un geste de plaquage ou c'est un geste de ruck, je le revisionne pour qu'il soit le plus parfait possible. Et donc, j'essaie de regarder comment j'ai exécuté le geste et s'il n'est pas parfait, sur ma séance de relaxation d'avant-match, je vais me rappeler de une ou deux séquences assez précises que j'ai fait, que j'ai exécutées et je me le revisite pour qu'il soit le plus parfait possible. Et tu le faisais au ralenti, c'est-à-dire tu vois les images au ralenti ou en vitesse normale? On peut le faire en 2-3 séquences. C'est d'abord en vitesse normale et après, je pense que plus la match se rapproche, plus c'est dans le détail parce qu'on essaie d'avoir un mouvement, 1 ou 2 max, pour pouvoir après se dire, voilà, on a ancré le mouvement du déblayage, par exemple, en tête. Et derrière, dès le coup d'envoi, si j'ai un déblayage à faire, il sera meilleur et l'adversaire, il va le sentir, quoi. Tu te voyais toi la troisième personne, c'est-à-dire comme si on regardait la vidéo ou tu te voyais dans tes propres yeux? Non, je me voyais dans mes propres yeux. Il fallait se réapproprier. Comme si tu y étais. Tout à fait. Tu y es et tu vois la scène, tu vois ton adversaire. C'est des éléments qui sont pour moi importants, qui permettent en fait de se mettre dans la situation et de le reproduire. Et c'est vrai que si on l'a imaginé, on peut les réaliser. Et l'inverse n'existe pas. On ne peut pas se dire on va le faire sans l'avoir travaillé. Donc c'est s'approprier quelque part ses propres façons de travailler, de jouer pour que ça soit le mieux, le plus abouti possible. Et tu prenais combien de temps à faire ça avant un match? Un quart d'heure. Un quart d'heure le jour du match, combien de temps? Juste avant que l'on parte à l'échauffement tous ensemble. Ça fait 3 quarts d'heure avant le coup d'envoi. Tes coéquipiers, ils n'avaient pas envie de faire pareil au bout d'un moment ou
C'est quelque chose que quand on le vit, on ne se rend pas toujours compte de ce que font les autres finalement. Ouais. On n'a pas cette curiosité des autres. Paradoxalement, c'est un copain qui m'a donné l'idée de pouvoir aller voir un préparateur mental en fait. C'est-à-dire que j'avais un copain, on a joué à Biarritz, après on était à la fac à Bordeaux ensemble, en appartement. Quand il est arrivé en équipe de France en même temps que moi j'étais remplaçant de longue date, lui est arrivé de pas sélectionné à titulaire. Et je l'ai vu changer, alors que j'aurais pu penser qu'il allait tomber sous le coup de l'émotion. Je l'ai trouvé serein, je l'ai trouvé fort, centré, et il a fait une performance incroyable que j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu faire alors qu'il n'avait pas l'habitude de l'équipe de France. À la fin du match, je lui ai dit, mais Sébastien… Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Il m'a dit, mais je vois un préparateur mental. Et c'est comme ça que je lui ai dit, ben, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et c'est de la discussion, c'est de les échanges et de la curiosité. Cet exemple montre que si je ne lui avais pas posé la question, c'est vrai que c'était quelqu'un avec qui j'avais vécu. Mais si je n'avais pas posé la question, si je ne le connaissais pas, je serais peut-être passé à côté de quelque chose. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Ils ont autour d'eux grands-parents, parents, amis, collègues de travail, employeurs, des gens autour d'eux qui sont meilleurs qu'eux dans un domaine. Et ils peuvent passer 1 an, 2 ans, 10 ans sans jamais poser la question à la personne, mais comment tu fais en fait? Et c'est fou parce que moi je sais que je ne le faisais jamais pendant longtemps dans ma vie et j'ai commencé à faire régulièrement poser des questions. C'est fou le nombre de personnes qui sont prêtes à t'aider en fait et t'expliquer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui fait que ça marche pour eux. Je pense que des fois il ne faut pas réinventer la roue, hein. Il y a des gens qui sont passés là avant nous, qui ont eu des expériences et comme tu le dis, qui sont prêts à partager ces expériences. Et c'est vrai que ouais, pour moi, la curiosité est un élément assez fort. J'ai découvert ce sport par hasard. Donc j'avais vraiment envie à chaque fois de poser des questions pour comprendre pourquoi les choses sont faites. Cette envie de poser des questions a renforcé en moi ce souci d'aller chercher les détails du détail. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis 10 ans en Angleterre. J'ai voulu savoir pourquoi l'équipe de France, pourquoi moi j'ai joué 2 Coupes du Monde avec l'équipe de France. La première en 2003 contre l'Angleterre, on perd en demi-finale et l'Angleterre gagne la Coupe du Monde. La deuxième en France en 2007, à nouveau, on fait un match incroyable contre les All Blacks en quart de finale à Cardiff et la demi-finale, on perd contre l'Angleterre. Et en tant qu'athlète, j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Parce que c'est important de comprendre quelles sont les erreurs qu'on a pu commettre pour pouvoir changer et s'améliorer. C'est ça qui t'a fait dire « je vais aller vivre en Angleterre ». Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, il ne faut pas rester sur des idées en disant ouais, ils sont ci, ils sont ça. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, m'a animé. Et aujourd'hui, j'ai arrêté avec beaucoup de sérénité, de force et de paix intérieure. Parce que quand j'ai vécu et je vis encore ce qu'ils font au quotidien, on ne parle pas la même langue, donc on ne fait pas les choses de la même façon. Mais ce qu'ils font, je suis sûr qu'on peut le faire. En 10 ans ici, qu'est-ce que tu as découvert qu'ils faisaient que les Français ne font pas? On sait tous ce qu'ils font que nous, on ne fait pas. Tout ce qu'on fait en France, on le fait par la beauté du jeu. Il faut que ce soit beau. Et c'est vrai que culturellement, c'est toujours comme ça qu'on est dans la beauté des choses. Dans l'art. Dans l'art. Et c'est vrai que l'anglo-saxon, il est dans l'efficacité. J'étais quelqu'un qui, souvent, quand j'étais à l'entraînement, je ne rigolais pas beaucoup en fait. J'étais centré sur ce que j'avais à faire et je le faisais du début à la fin. Et c'est vrai que j'étais pas marrant. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une mentalité de travail en fait, de faire les choses jusqu'au bout, de se donner les moyens et de pouvoir ne pas passer beaucoup de temps à rigoler, mais à travailler. Cette mentalité du travail, j'ai été surpris par cette culture anglo-saxonne qui est on se donne les moyens des objectifs que l'on a pour réussir. Et cette mentalité-là, c'est une mentalité du travail, de l'engagement. Paradoxalement, je trouve qu'on a beaucoup plus de moyens humains, financiers, physiques, mais il manque pour moi cette culture du travail qui est très très forte chez eux. Le rugby, c'est un sport de contact, de combat collectif où il faut impressionner l'autre. Ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que le sport de haut niveau, l'aspect mental de pouvoir impressionner l'autre est assez latent. Je l'ai cultivé moi en tant que joueur avec mon regard,
De faire peur. de faire peur. Tu te mettais dans un mode pour faire peur? Oui, mais après, c'est un regard que j'ai appris tout petit parce que j'avais un oncle qui avait un regard assez fort et qui m'a toujours appris de regarder les personnes dans les yeux. Et c'est vrai que je regarde beaucoup dans les yeux et ça peut impressionner, ça peut déstabiliser, mais c'est quelque chose que j'ai appris jeune. Le regard fait partie des aspects importants de pouvoir déstabiliser un petit peu l'adversaire. Mais derrière, c'est vrai que cette confrontation entre les personnes, c'est quelque chose qui fait partie du rugby. C'est vrai que si je peux te faire avoir peur, si je peux te faire changer un petit peu ton esprit et te faire détourner du jeu, c'est quelque chose qui permet comme ça de pouvoir que mon équipe gagne. Oui, je me souviens, alors à un tout petit niveau, hein, c'était vraiment microscopique, mais que notre entraîneur nous disait au pilier qu'en début de match, si tu lui fais bien mal, après il aura plus peur pour le reste du match. Donc j'imagine bien qu'à haut niveau, ça doit aussi avoir lieu. C'est encore beaucoup plus subtil que ça en fait. C'est-à-dire que l'idée de départ, c'est de pouvoir frustrer son adversaire, le contrarier pour qu'il perde les pédales. Pour moi, c'était l'essence même de ce que je faisais en tant que joueur. C'est-à-dire que quand je n'avais pas le ballon, il fallait que je le récupère. Quand je n'avais pas de ballon, il fallait que je mette beaucoup de pression à mon adversaire pour qu'il perde les pédales, pour qu'il ne puisse pas faire son jeu qu'il a prévu de faire et que moi, je le contrarie en défense. Et à contrario, quand j'avais le ballon, eh bien, il fallait le conserver le plus longtemps possible. Donc, il y a ce jeu comme ça d'échecs qui fait que si on est prêt physiquement avec des intensités assez incroyables, si on est prêt mentalement parce qu'on s'est préparé à subir des moments difficiles, mais surtout à en sortir grandi, oui, on est capable de pouvoir déstabiliser son adversaire. Mais à aucun moment, j'avais envie de mettre des coups de poing. Il m'est arrivé de mettre un coup de poing parce que je détestais qu'on me tire le maillot. C'était quelque chose qui était frustrant. J'avais pas le temps de batailler, j'avais pas le temps de chamailler, je voulais jouer. Donc quand on me tirait le maillot, qu'on me poussait la tête au sol pour que je reste encore longtemps au sol, c'est quelque chose qui m'énervait. Au lieu effectivement de donner des coups de poing, j'essayais d'encore frustrer encore plus mon adversaire en faisant ce que je faisais le mieux. Et donc l'action est plus importante que de lever les bras ou de mettre des coups de poing, je pense. Avant un match, tu étais plus en mode je vais faire la guerre ou je vais jouer? Oui, on est en mode guerre. Dans ma tête, c'est clair que l'esprit de détruire mon adversaire est quelque chose d'assez important. Et les entraîneurs le renforcent, comment ils font? Oui, forcément, mais encore une fois, c'est un développement personnel de ses motivations finalement. Je trouve que quand on veut faire du rugby, on y va avec son caractère, avec sa personnalité et à travers les échanges que l'on a des personnes, des coéquipiers, on développe quelque chose de surhumain, cette volonté intellectuelle de pouvoir aller plus loin que ce qu'on m'a appris, cette volonté d'exceller ou d'exceller dans ce que l'on sait faire ou dans ce que l'on veut faire, c'est quelque chose qui est assez fort. Donc oui, les entraîneurs, le staff, l'équipe permet de créer cette symbiose qui amène une plus-value dans ce que l'on peut mettre en place dans le collectif, mais ça passe quand même par une volonté individuelle de chacun et aussi par son entourage. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'a vécu ma mère, j'ai ressenti et j'ai voulu aller encore plus loin. Tout ce que le club de Clichy m'a amené, systématiquement, je vais au club parce que je leur dois beaucoup. J'ai apporté énormément à mon sport, mais tout ce que le rugby m'a apporté, je me dois de le redonner et aussi de le partager. Et c'est vrai que c'est un sport magnifique. C'est quoi un de tes plus beaux moments dans ta carrière? Le plus beau moment, c'est… Où tu as été ému par exemple? C'est forcément de gagner des titres. J'ai soulevé le bouclier Brennus 3 fois avec Biarritz. J'ai soulevé le premier trophée Destination. Et tu ressens quoi quand il se passe ça? C'est le nirvana, c'est le rêve réalisé, le rêve abouti. J'ai quitté la région parisienne en 91 pour aller à Biarritz, pour aller en sport-études à Biarritz. Et en 91, c'était l'année où j'ai déménagé, j'ai quitté ma famille, mes amis, pour aller
au Pays Basque. Et c'est vrai que cette année-là, c'était une saison assez particulière pour le club de Biarritz parce que le club a atteint la finale du championnat. Et j'ai emmené ma mère pour la première fois dans un stade. Et Biarritz a perdu la finale contre Toulon, à l'époque avec la nouvelle génération de Christian Califano, de Rougemont, Yann Delegue. J'ai vécu un moment extraordinaire. J'étais junior à l'époque et donc j'ai amené ma mère au stade et j'étais dans les gradins en train de soutenir l'équipe que je venais de rejoindre. C'était le moment de dire ben, maman, voilà mon sport, voilà ce que je veux vivre, voilà ce qui est devenu mon objectif de vie. Et c'est vrai que Biarritz a perdu ce jour-là. Paradoxalement, je me suis projeté en me disant un jour je leverai ce bouclier de Brennus. Et je crois que c'est là où a commencé le rêve vraiment à toucher du doigt quelque chose que je voulais voir arriver dans ma vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir être dans ce club de Biarritz où justement c'était une période de transition avec des générations de personnes que j'ai admirées, Serge Blanco, Pascal Ondars, Jean Condon, Pierre Ontas, Eric Gouloumé, David Arrieta. Et donc, pour moi, c'était le rêve absolu que je voulais vivre. À l'époque, on le rappelle, le rugby commençait à se dire il va être professionnel. Je me suis dit, un jour, je leverai le bouclier Brennus et je l'ai levé 3 fois. Le premier en 2002 au Stade de France. Et c'était suite au premier grand chelem de l'équipe de France 2002, où on bat effectivement l'Angleterre avec la revanche de 2000 pour moi. Et on lève ce trophée du tournoi Destination. 3 mois après, je gagne le bouclier de Brennus avec Biarritz. C'est le bonheur. Le bonheur de toucher du doigt quelque chose que l'on a rêvé, sur lequel on a fait énormément de sacrifices, énormément de travail, énormément de volonté de se dire qu'un jour, ça le fera. Tu as rêvé de ça, tu as bossé pendant des années et là, c'est fait. J'ai eu un déclic où je me suis dit, en ayant le bouclier Brennus entre les bras, je me suis dit, mais c'est pour ça que je me suis battu. C'est pour cette chose-là. Comment je peux faire pour revenir? L'année où je suis arrivé à Biarritz, en 2002, c'est 10 ans de travail. Et je me suis dit, mais il faut 10 ans pour arriver à lever ce bouclier de Brennus. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je ne vais pas le toucher. Et je me suis dit, je ne vais pas le toucher parce que je veux le retoucher, je veux le regagner. Et il se trouve qu'on a regagné le bouclier, mais quelques années plus tard, en 2005. Et on a regagné en 2006. En 2006, tu l'as pris dans les bras? Non, même pas. J'ai à peine parce que des fois, il faut le montrer aux supporters quand on descend après à Biarritz avec nos supporters. Mais c'est quelque chose que j'ai du coup mis comme un rituel parce que c'est quelque chose qui est dur à accéder. Il faut pouvoir travailler très très dur pour y arriver. Et voilà, c'était un rituel pour moi pour me dire à un moment donné, ben, je me fixe des objectifs, je viens d'atteindre celui-là, je me refixe un autre, etc. etc. Tu as créé une association, enfin 2 associations d'ailleurs, donc tu es souvent au contact de jeunes. Un au contact des jeunes, l'autre c'est au contact d'anciens partenaires, anciens joueurs professionnels pour faire des choses pour d'autres associations. Pourquoi tu as fait ça? La première, en fait, la Serge Betsen Academy, qui est une association que j'ai créée en 2004, quand j'étais encore joueur à Biarritz. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né au Cameroun. Quand j'ai découvert le rugby en région parisienne, j'apprends par un cousin qu'il y a du rugby au Cameroun. Et je me suis dit, mais voilà une des raisons pour lesquelles je retournerai au Cameroun, transmettre ma passion. Et quand je me suis marié en 2000, ma femme est de La Rochelle, on s'est rencontrés à la fac en STAPS à Bordeaux. Mon père était encore vivant au Cameroun et c'était l'occasion pour moi de retourner, de lui présenter ma femme et ma belle famille et de montrer à ma belle famille d'où je venais. Ce voyage a été incroyable parce que ma mère a organisé tout pour qu'on puisse aller au Cameroun, qu'on puisse rencontrer mon père. Et ça a été un moment très très fort. Ça t'a fait quoi de revoir ton père? C'est des moments forts. Forts parce que ouais, je ne l'ai pas vu depuis que j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 9 ans. C'est dur. Donc ouais, c'était un moment puissant pour toi. Ouais, c'était un moment fort. Il t'a manqué ton papa après 9 ans? Oui, je pensais un peu, mais pas forcément. Voilà, après, on fait avec, la vie continue, mais c'est vrai que quelque part, oui, il m'a manqué.
Il m'a manqué beaucoup, il me manque encore puisqu'il est décédé l'année après que j'ai rencontré au Cameroun. Donc c'est vrai que c'était dur. Cette expérience m'a permis de mettre les choses un peu à leur place et surtout l'envie que j'avais de partager ma passion du rugby. Je l'ai transformé un petit peu quand j'ai vu les conditions dans lesquelles les enfants vivaient. C'est dur. Je ne sais pas si tu es allé en Afrique. Si J'ai fait l'Afrique du Nord pour l'instant. Ouais, ben, il faut que je t'emmène au Cameroun. Il faudra Avec que tu plaisir. viennes avec l'association. Voir comment les enfants vivent, ça peut être prenant. C'est encore une fois la traduction du rugby, la traduction des valeurs, le soutien, le partage, l'entraide. C'est des choses, moi, qui me parlent. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. En repartant de ce voyage, je me suis dit, au retour, je vais créer une association. Et l'association, ce ne sera pas pour jouer au rugby, pour être un joueur professionnel. Ce sera pour aider les enfants, grâce aux valeurs du rugby, à avoir accès à l'éducation et à la santé. Et aujourd'hui, la fierté est de voir que voilà, on aide plus de 350 à 400 enfants tous les ans. Et c'est juste incroyable. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément planifié dans ma vie, de pouvoir faire ce genre d'action. Mais le rugby m'a mis, je dirais, sur les plates-bandes du respect de l'autre, mais surtout de l'envie de partager, l'envie de donner un peu de son temps. Ce que l'on fait, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet à des enfants de pouvoir rêver. Tu dois les faire rêver quelque part par ton parcours, non? Forcément, ils se projettent aussi par rapport à mon parcours. Justement, on ne va pas parler de sport. Je vais vous initier au rugby, aux valeurs de ce sport. Vous allez jouer au rugby, mais ce n'est pas pour que vous en fassiez votre métier. Et ça a été un message assez fort pour moi depuis le début. Qui réalisent leurs rêves, mais pas forcément le rugby. Tout à fait. Et ça peut être difficile aussi à entendre parce que du coup, ils veulent faire comme moi. Mais, ils ont quel âge? De 0 à 18-20 ans. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, l'action de l'association est assez simple. C'est un peu pour moi comme le club de rugby de Clichy, là où j'ai été. On a plusieurs centres, plusieurs lieux d'accueil. Il y en a 5 au Cameroun. Et c'est comme le club de rugby où quand ils viennent, il y a une bibliothèque, il y a une salle informatique, il y a une infirmerie, un repas qui est servi par semaine. Et en fait, ce centre est dans leur lieu dans lequel ils vivent. Et c'est des enfants qui ont une famille, mais qui n'ont pas forcément les moyens parce qu'il faut savoir que pour aller à l'école, il faut payer. Pour pouvoir se faire soigner, il faut payer. Donc, c'est des choses qui n'ont pas forcément accès. Et donc, nous, l'association aide financièrement à ce que ça puisse se faire quand ils ont des besoins. Et c'est vrai que ça amène un taux de réussite aux examens. Aujourd'hui, nos enfants ont un taux de réussite au bac de 85%. Et c'est une fierté. Parce que derrière, ils peuvent éventuellement aller à l'université. Mais en tout cas, ils ont un bagage qui puisse leur permettre de pouvoir espérer travailler un jour. Cette année, c'est les 15 ans de l'association. On est aujourd'hui dans cette limite un peu frustrante où j'ai envie d'avoir des relations avec des entrepreneurs, des entreprises, pour qu'on puisse leur donner la possibilité de pouvoir travailler, trouver un stage, faire une formation et qu'ils aient leur vie au Cameroun ou en Afrique, mais qu'ils puissent vraiment aller et que le cercle soit vertueux, qu'en trouvant ces opportunités, ils puissent travailler. Pour moi, c'est une goutte d'eau, c'est pas grand-chose ce que l'on fait, mais c'est tellement important pour ceux qui en bénéficient tous les jours. S'il y a des personnes qui veulent faire des dons aujourd'hui, ils peuvent le faire? Oui, vous pouvez aller sur le site de la Serge Betsen Academy. .org. On a un site qui est assez actif, vous pouvez y faire des dons, vous pouvez y soutenir des projets. Et on va finir avec les French Legends. Les French Legends, donc c'est des anciens joueurs que j'essaie de rassembler pour faire des actions, pour faire des matchs de gala. C'est des amis avec qui tu as joué en équipe de France? En équipe de France ou en club. Et on a fait un événement, si je savais que tu étais là, le 11 novembre dernier, on a joué ici à Londres contre l'équipe de Mike Tyndall, qui est un ancien joueur contre qui j'ai joué en équipe d'Angleterre. Ça te fait quoi de rejouer avec des anciens, refaire un match avec des anciens avec qui tu as déjà joué il y a longtemps?
C'est un moment de retrouvailles qui est sympa parce que quand on arrête de jouer, on ne se retrouve pas toujours, on ne se voit pas régulièrement. C'est un moment où on se retrouve dans les vestiaires, on parle du passé, on parle de l'avenir, on parle de nos projets. Est-ce que l'esprit de compétition, il revient quand même? Ah oui, très rapidement. Ça se perd pas. En plus, si on joue contre les Anglais, je peux te dire que ça ne se perd pas. Mais l'objectif premier, c'est de vraiment se retrouver, parler de nos projets et de voir comment on peut s'entraider aussi parce que c'est pas facile la reconversion. C'est clair. C'est pas évident. En tout cas, merci à toi. Ce sera avec plaisir que je vienne au Cameroun. T'es mon invité. Merci à toi, Serge. C'est vraiment top. Merci. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, je partage un message qui pour moi est vraiment important. Mets-moi en commentaire un rêve que tu as. Si tu le réalises d'ici la fin de ta vie, tu serais vraiment fier de toi. Je vais lire chacun des commentaires. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, tu vois, pendant des années, moi, j'ai eu des difficultés à trouver de l'énergie et à être motivé. Ma mère disait, t'es léthargique. Et j'ai découvert un principe qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai appelé depuis la motivation induite. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide pratique de la motivation induite. Voilà, ça a aidé déjà des centaines de personnes. Si ça t'intéresse, tu cliques juste sur le bouton qui apparaît, je te l'envoie gratuitement. Vraiment, ça va t'aider et ça change encore une fois la vie de dizaines de personnes. En attendant, je te dis à très vite et surtout rappelle-toi, cette année, c'est notre année.